Pour parler des femmes de Nder, ces héroïques femmes du Sénégal, elles vivaient dans un petit royaume qui se trouve dans le nord du Sénégal, pas très loin de la région de Saint-Louis, et donc qui est bordé par le fleuve Sénégal et qui est aussi frontalier de la Mauritanie. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter se passe au 19e siècle, dans les années 1819. Enfin, certains disent 1821. Bon, on n'a pas de... C'était difficile à l'époque d'avoir des précisions sur les dates, mais on sait que c'était à cette période. Et donc, en 1819, il y a un événement tragique qui va toucher ce petit royaume, qui à l'époque était dirigé par un souverain qui s'appelait Amar Mbodj et qui, à ce moment-là, était parti à Saint-Louis pour se faire soigner d'une mauvaise blessure qu'il avait eue dans un combat précédent. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que le Wallo était une entité assez autonome, dynamique, qui était formée de paysans, d'agriculteurs, d'éleveurs, et il faisait énormément de commerce avec les Européens de Saint-Louis, qui étaient déjà installés à l'époque, depuis le XVIIe siècle, et aussi avec les Mauritaniens qui faisaient du commerce transsaharien. Et puis l'une de leurs grandes richesses aussi, c'était la gomme arabique, qui allait servir plus tard en Europe dans l'industrie, dans la fabrication de médicaments, de gomme, de teinture pour fixer les tissus. Et donc c'était vraiment un grand territoire producteur de gomme arabique. Et puis enfin, malheureusement, c'est parmi ces populations noires du Sénégal que les Maures traquaient le plus souvent leurs esclaves. Parce qu'il ne faut pas oublier que la traite transsaharienne a été une grande pourvoyeuse d'esclaves noirs vers les pays du Nord, donc vers l'Afrique du Nord tout au moins, Algérie, Tunisie, et ensuite vers l'Égypte, la Libye, et ces esclaves ont été ensuite transplantés jusqu'en Chine, via la Turquie et même jusqu'en Russie et en Europe. Donc ce commerce transsaharien les Mauritaniens, les Maures comme on disait à l'époque, étaient une des composantes, des acteurs les plus actifs de ce commerce transsaharien. Et donc ils commerçaient à la fois avec les gens du Wallo, avec les Sénégalais noirs, et en même temps, quand le besoin s'en faisait sentir, c'est parmi ces populations qu'ils venaient en guerriers, qu'ils essayaient d'attraper. Donc au départ, on ne savait jamais, quand ils arrivaient, si c'était pour faire du commerce, donc avec des relations pacifiques, ou si c'était pour chercher des esclaves. Alors maintenant, l'histoire commence un mardi. On sait que c'était un mardi parce que dans la tradition sénégalaise, ce fait va être nommé comme Talata Nder, c'est-à-dire le mardi de Nder. Et au mois de novembre, parce que c'était pendant la saison sèche, et à ce moment-là, le niveau du fleuve était assez bas et permettait aux cavaliers donc de traverser à gué facilement pour venir en terre sénégalaise. Alors dans ce village, le roi était parti à Saint-Louis avec toute l'armée pratiquement, et n'était resté au village que les femmes, les enfants, les vieillards et puis les hommes qui vaquaient à leurs occupations. Et ce matin-là, la plupart des hommes étaient partis au champ. Donc il ne restait dans le village que les femmes et puis quelques enfants. À ce moment-là, il y a une femme au milieu de la journée qui arrive en courant, en haletant. Elle était allée chercher de l'eau au bord du fleuve et de loin, elle a vu arriver les cavaliers Maures. Et là, elle a eu un pressentiment, donc elle est revenue à toute vitesse pour dire aux femmes qui étaient restées, il y a les Maures qui arrivent et tout, et on ne sait pas s'ils vont nous attaquer. Donc préparez-vous. À ce moment-là, toutes les femmes ont couru dans leur case et elles se sont transformées en hommes, c'est-à-dire qu'elles ont caché leur chevelure sous des bonnets d'hommes, elles ont enfilé les boubous et les pantalons de leur mari, de leur père ou de leur frère, et elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient trouver comme armes sous la main, c'est-à-dire des fusils, des coupes-coupes, des lances, et elles se sont
tenue prête à affronter ce combat et à se mettre en résistante. Alors les enfants, elles ont envoyé tous les enfants se cacher dans les champs. À ce moment-là, il y avait des hautes tiges de mil, donc les enfants dans les champs alentours, pas très loin du village, ont pu s'enfuir, se cacher. Et donc il ne restait dans le village que des femmes et puis quelques vieillards. Et il y avait une petite garnison aussi de soldats, de Tiedo qui étaient restés et qui attendaient aussi cette armée. À ce moment-là, les cavaliers maures sont arrivés et ils ont commencé à attaquer. Donc cette fois-ci, ils n'étaient pas venus faire du commerce. Ils ont commencé à prendre d'assaut le village et les femmes se sont défendues du mieux qu'elles pouvaient. Les soldats qui étaient là n'ont pas pu tenir sous le choc, sous le nombre des soldats morts. Et au bout d'un moment, les Maures ont dit, bon, ce n'est pas la peine qu'on gâche la marchandise, entre guillemets, il ne faut pas qu'on ait trop de blessés, sinon on ne pourra pas les vendre sur les marchés d'esclaves, on va faire un retrait tactique. Et en fait, ils s'étaient rendus compte aussi que c'est des femmes qui se défendaient et qui résistaient, parce que parmi les morts, les blessés, bon, ils entendaient, ils se sont rendus compte que c'était des femmes. Donc ils se sont éloignés un moment pour reprendre un peu leur force et pour revenir prendre le village d'assaut. À ce moment-là, les femmes étaient désespérées de voir toutes ces morts, enfin toutes ces femmes mortes autour d'elles, ces lamentations, ces blessés, du sang qui coulait à flot. Et ce village si paisible était devenu un espèce de champ de ruines. Et elles étaient complètement paniquées. Et à ce moment-là, l'une d'entre elles, qui était d'un certain âge, et qui était la conseillère de l'épouse du roi, l'épouse du roi aussi avait accompagné son mari à Saint-Louis, et elle faisait partie de sa cour la plus proche. À ce moment-là, elle a dit aux femmes, il ne faut pas vous lamenter, il faut se ressaisir, nous devons continuer à résister, il n'est pas question que nous partions comme esclaves entre les mains de ces gens-là, parce qu'il ne faut pas que plus tard, dans les générations futures, les gens disent nos mères, nos grands-mères, nos aïeuls ont été emportés comme esclaves. Il faut que nous gardions la fierté de la résistance et il vaut mieux mourir que de tomber en esclavage entre les mains de ces gens-là. Alors les femmes étaient encore plus désespérées parce qu'après ce combat qu'elles venaient de mener, elles ne comprenaient pas ce qu'on leur demandait. Et Mbarkadia, c'était le nom de cette femme, a réussi à les convaincre. Elle avait une forte personnalité, à les haranguer. Elle a dit, mais que pouvons-nous faire maintenant? Nous avons essayé de résister. Nous sommes plus nombreuses, c'est pour ça que nous avons tenu. Mais de toutes les façons, nous ne pourrons pas subir un deuxième assaut. Donc il faut me suivre. Elles sont allées s'enfermer dans une grande cage.